Nous allons nous intéresser à cette table ronde qui est intitulée « Les réponses et les initiatives des médias aux infox ». Avant de commencer, c'est vrai que comme l'a dit tout à l'heure Pascal Guéné, les infox, c'est maintenant, enfin c'est indubitable, c'est une question pour les journalistes. C'est une question dont doivent s'emparer les médias. Quand on voit le nombre de réponses, on peut se dire qu'effectivement, de toute façon, dans les médias, le problème est pris très au sérieux. J'essaie de faire un dénombrement, c'est impossible, des diverses rubriques, services dédiés, propres à chaque média ou syndiqués à plusieurs médias. Je citerai les décodeurs du Monde, le Décodex qui est toujours au Monde, Check News, Libération, les observateurs de France 24, Vrai ou Fake sur France Info, l'Instant Détox, toujours sur France Info, enfin bref, Escape News, Faux et usage de faux à France 2 ou encore Factuel à TF1. Et puis les structures et rubriques de nos invités. Donc là, on va aller un petit peu plus au fond. Vous allez nous expliquer comment vous fonctionnez et pourquoi. Donc, à cette table ronde, vous le voyez, ronde en géométrie non euclidienne, mais c'est vrai qu'on est à Normal Sup ici, donc on peut se permettre ça. Anne Kerlock, vous êtes rédactrice en chef à 20 minutes. Je signale, c'est vrai que c'est le journal le plus lu en France. Il faut le rappeler. Et vous pilotez le service Fake Off pour lutter contre les rumeurs et fausses informations qui circulent sur le web et les réseaux sociaux. C'est exact ? Oui, enfin, je l'ai lancé. Vous l'avez lancé. Voilà. On parlera plus avant tout à l'heure. Estelle Cognac, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de France Info. France Info, la radio, ouais. Je précise. Et vous êtes particulièrement investie dans la certification de l'information et vous dirigez à ce titre l'agence de certification, l'agence interne de vérification, donc qui s'applique à vérifier les sources et les informations des agences et des concurrents pour éviter les erreurs à l'antenne. Enfin, Guillaume Dodin, bonjour. Vous êtes journaliste, professeur d'université, oui, on peut le dire, et responsable du blog de fact-checking de l'AFP, l'agence France Presse, qui tente de démonter toutes ces rumeurs infondées qui polluent le débat public et je dirais le débat numérique. Avant de vous donner la parole, juste une remarque pour me féliciter du fait que pour ce débat, ces 2 jours de débat, on ait choisi de parler d'infox et non pas de fake news. C'est une très bonne chose pour 2 raisons. La première, pour une fois qu'en France, nous disposons d'un néologisme utilisable tout de suite et qui représente précisément de quoi on parle. Autant s'en réjouir et autant l'utiliser. Donc un fox qui est ce mélange d'information et d'intoxication et d'intox. Donc ça dit très bien de quoi il s'agit. D'intox, fausse nouvelle, déguisée en information. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison est plus politique. Donald Trump a été cité à plusieurs reprises cet après-midi. C'est vrai que ce terme, en fait, existe depuis très longtemps, mais n'était absolument pas utilisé dans la profession, ni même dans la population. C'est vraiment Donald Trump qui, lors des élections de 2016, a popularisé ce mot, allant jusqu'à, je voyais, on a dénombré jusqu'à l'utilisation de ce mot 200 fois dans la même journée à travers tous les tweets de ce personnage. C'est important de le souligner parce que dans l'idée de Donald Trump, le fake news, c'est une information qui ne correspond pas à ce qu'il attend. Ce n'est pas du tout une fausse information, ce n'est pas une information fabriquée ou quoi. Non, c'est une information qu'il n'aime pas. Et donc pour Donald Trump, les plus grands fabricants de fake news, il les a désignés, CNN et le New York Times. C'est important donc de ne pas reprendre ce terme-là qui induit en erreur et qui rend la presse fautive, ce qui n'est pas le cas. Je voulais juste faire ce liminaire, mais ça me semble important de ne pas... Non plus, nous avons raison, nous devons nous interroger sur un certain nombre de nos pratiques
mais en faisant attention de ne pas non plus courber l'échine devant des accusations qu'on peut laisser à la responsabilité de leur auteur, mais qu'en tout cas, nous ne méritons pas. Passons aux choses sérieuses. Donc, Estelle Cognac, par exemple, vous êtes particulièrement investie dans la certification de l'information. Ça consiste en quoi, ça ? Alors, en fait, c'est un parallèle des Infox. Il y a, à mon avis, deux sujets sur lesquels à France Info on travaille depuis longtemps. À la fois les vrais du faux, puisque c'est en 2012 que France Info Radio a lancé sa première chronique à l'antenne au moment de la présidentielle 2012, où là, c'était plutôt de la vérification des propos politiques, on va dire. Dans cette époque-là, il n'y avait pas encore tout ce qui s'est passé, plutôt de rumeurs sur le web ou de choses comme ça, réseaux sociaux. Donc, c'était vraiment la parole politique et détecter les fausses pas information, mais ce qu'il disait de faux, on va dire, rétablir la vérité, les précisions, non, il n'y a pas tant de chômeurs à tel endroit, ou en Allemagne, voilà, on ne fait pas les choses comme ça. Donc c'était plutôt ça. Et on a développé cette chronique pour la rendre quotidienne derrière. Ça, c'était la première partie autour de ça. Et ensuite, on a autre chose qui est arrivé dans une radio d'info en continu. En fait, on a voulu centraliser l'information de France Info Radio. On a voulu, puisqu'on a beaucoup d'oralité, alors je vous raconte un peu de la cuisine de France Info Radio, mais on a beaucoup d'oralité. On avait des contradictions sur notre antenne entre un présentateur, nos réseaux sociaux, etc. Pour une chaîne d'info en continu, c'était pas évident de pouvoir donner la même information tous en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a travailler à, on va dire, mettre en place une structure qui est l'agence de France Info, qui a 3 ans, et qui est là pour faire des dépêches de type AFP, et qui reprend en fait tout ce que France Info peut donner sur une info qui souhaite être donnée à l'antenne, en fait. Et on a tout un document qui régit nos rapports aux sources d'information. Parce que autour des fausses infos, des rumeurs, etc. Il y a aussi la confiance dans les médias, le fait de bien appliquer les principes déontologiques, de tout revérifier. À France Info, en fait, il y a 3 ans, on a décidé de revérifier toutes les informations. À partir du moment où elles ne correspondent pas à cette charte, c'est-à-dire une info dont la source n'est pas clairement nommée, pertinente sur le sujet. Donc ça veut dire tout ce qui est proche de l'enquête, proche du dossier, sources concordantes, etc. On ne les donne jamais à l'antenne de France Info, on revérifie tout nous-mêmes. Donc cette agence, elle est là en fait pour centraliser tout ça, détecter les informations que France Info souhaite donner à l'antenne et faire vérifier par l'ensemble de la rédaction de France Info, mais aussi par les autres entités de Radio France, notamment France Bleu, toutes ces informations. Et ensuite, on écrit des dépêches qui sont envoyées dans notre outil éditorial et qui partent donc vers tout l'univers Radio France, mais aussi vers les autres entités de France Info, côté France Télévisions, c'est-à-dire Canal 27 et le site Internet. Donc voilà un peu la démarche qu'on a eue, voilà, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses décrites, notamment par cette étude sur le fait que les médias s'auto-répétaient, qu'on retrouvait les mêmes informations, qu'en fait c'était la même dépêche AFP qu'on retrouvait partout. Et je pense que ça participait aussi à une certaine défiance des gens à l'égard des médias, parce que cette défiance va avec, c'est un corollaire en fait de l'infox, je pense, et de sa propagation. Et si j'ai bien compris, vous luttez sur 2 fronts. Le premier, oui, c'est l'erreur journalistique, mais l'erreur sans intention de nuire, si je puis dire. Et puis l'autre front, que sont les infox, c'est-à-dire des manipulations d'informations avec une volonté maligne. Oui, tout à fait, c'est ça. On est sur deux parties, et donc cette agence, c'est quelque chose qui n'est pas destiné au grand public. Nous, on a communiqué un petit peu à France Info sur sa création et tout, mais on l'a peu rendu public. Après, le France Info Radio, nous, on a des études qualitatives chaque année autour sur toutes les radios de Radio France, et sur France Info, ce qui ressort en premier sur nos auditeurs, c'est justement la crédibilité de l'information sur France Info. C'est une marque quand même qui incarne beaucoup cette thématique-là, et donc on essaye nous de poursuivre dans ce domaine-là de la confiance, voilà, d'une info vérifiée, une info certifiée, une info crédible. Donc on a fait beaucoup ça. On s'est inspiré de ce qui existait, d'une petite agence qui avait été montée à la RTBF. En fait, on était allé voir là-bas. Ils avaient eux créé un embryon avant, et donc c'est pour ça qu'on l'a déployé. Voilà. Ça a un intérêt aussi dans des groupes médias où il peut y avoir plusieurs entités qui veulent travailler ensemble et mutualiser aussi la vérification. Nous aujourd'hui, on vérifie quand une information
l'information tombe, je veux dire, le nombre de journalistes qui peuvent vérifier cette information dans l'univers Radio France, France Télévisions est important, puisque du coup, on travaille aussi en mutualisation avec France 3, France Bleu, avec France 2, avec France Inter, avec toutes les entités France Info. Donc, en gros, notre capacité de vérification d'une information, avec ce nombre-là de journalistes, elle est quand même rapide et voilà, sur cette partie. Vous parliez de la RTBF, oui, il faut préciser que les Belges sont très en pointe sur ces questions, et c'est vrai qu'ils ont réagi très très vite en mettant sur pied des structures, peu de structures, mais de façon très très organisée. Anne Kerlock, Fake Off, c'est un très joli jeu de mots. Donc, je vous pardonne d'utiliser le terme fake, parce que sinon, avec un Fox, ça marche moins. C'était plus difficile, ça marchait moins bien. Donc, en quoi consiste Alors, nous, on s'est lancé, on faisait... le schéma est un peu similaire par rapport aux premiers articles qui étaient effectivement du décryptage de discours politiques et de ramener est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse. Ça, c'était quelque chose qui était fait effectivement depuis les années 2010. On a structuré en revanche la rubrique Fake Off en 2017 dans la perspective de la présidentielle. Donc c'est une rubrique qui est destinée aux lecteurs. Ah bah oui. Non, ce n'est pas un usage interne comme. Non, c'est pas un usage interne. Non, nous, on a été très marqués évidemment. Voilà, si je reprends un petit peu la jeunesse, on a été très marqués évidemment par l'élection américaine et ce qui s'est passé à ce moment-là, mais parallèlement, et c'est pour ça aussi que la Fake Off s'est lancée au sein du pôle participatif et réseaux sociaux que j'ai créé, que j'ai dirigé, c'est qu'on observait une viralité très forte des fausses informations, notamment dans les commentaires. Alors ça pouvait aller du canular interprété comme étant réel à effectivement quelque chose de beaucoup plus travaillé, fait pour tromper. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu émerger et comme on travaillait beaucoup le rapport au lecteur, il ne suffisait pas d'effacer les commentaires. On s'est dit qu'il fallait nous, on est une petite structure. J'ai dit, certes, on est le journal le plus lu et on est dans les 3e sites d'info, mais on est 80 journalistes et on reste une structure très légère. En revanche, on a eu dès le départ une volonté d'échange très fort avec le lecteur. On a eu un panel lecteur, on a toujours des panels lecteurs. Et on a un pôle participatif important, ce qui fait que la confiance, on va dire, on l'a travaillé avec ce rapport très immédiat. Et on a conçu la rubrique comme étant une rubrique qui pouvait répondre aux interrogations qui se posaient. On reçoit énormément de mails, on a des petits formulaires de contact pour qu'on puisse nous demander de vérifier une information. Et on s'attache, alors c'est pas, encore une fois, on est une structure légère, du coup on s'attache énormément aux infox très virales, parce que c'est notre lectorat. Il est un peu plus jeune que la moyenne des journaux. Puis quand on était un journal, on s'est lancé beaucoup sur les jeunes. On a énormément de 15-24 parmi les lecteurs. Et ils utilisent énormément, ils interagissent avec les réseaux sociaux divers, aussi bien Instagram que Facebook, pour échanger. Donc si l'information accède, ils ont accès à l'information par ces réseaux, et ils ont aussi accès aux infox par ces réseaux. Donc c'était important pour nous de travailler sur aussi les informations qui circulaient, évidemment beaucoup en réaction à l'actualité, on est un média d'actualité chaude, mais parfois aussi de retravailler sur ces infox qui durent depuis 10 ans, 12 ans, les bananes au sida, le CHU de Nantes, qui revient, et de travailler aussi ce rapport au partage de l'infox. C'est-à-dire que moi, il y a quelque chose effectivement de l'ordre de la confiance. Donc, il y a la labellisation IFCN dont on pourra parler. On est tous les trois à l'IFCN avec des critères aussi très précis sur corriger ses propres erreurs, avoir un système de critères très exigeant par rapport à l'info. Mais il y a aussi comprendre la psychologie du partage de l'infox. C'est-à-dire que l'infox, elle peut être faite dans un but malin, au sens de la malignité, mais elle peut être partagée dans un but extrêmement altruiste ou simplement parce qu'elle entre en résonance avec quelque chose qui nous touche. Et ce mouvement-là, si on ne travaille pas dessus, si on ne l'explique pas,
on ne peut pas bien lutter contre ces infox. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation quand on corrige quelqu'un qui partage. Le CHU de Nantes, les gens qui partagent, ils veulent aider. Et alors, ils le font naïvement. Et le résultat, c'est que le standard du CHU de Nantes, il est saturé. Mais le geste n'est pas... Quand on dit, il y a la camionnette blanche qui enlève des enfants, mais qui a envie qu'on enlève des enfants? Personne n'a envie. Donc, ils pensent bien faire, ou ils pensent partager une information qui va être utile, qui les choque. Donc, ça, je pense que ça se travaille aussi. Alors, il y a le rapport, effectivement, dans la confiance avec la solidité du média, mais c'est vrai qu'il faut être aussi en échange permanent. Et je dirais que notre boulot de journaliste, on est une petite partie, en fait, de la lutte contre les infox, parce qu'elle ne sera jamais bien menée que par les pairs. Et moi, je suis extrêmement heureuse quand je vois l'évolution des personnes qui nous contactent. Au départ, ils nous disent « Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?» C'est-à-dire, je fais appel à vous pour m'assurer, en tant qu'expert de l'info, que c'est vrai ou pas. Et après, c'est « Bon, mon beau-frère a partagé pour la 10e fois des infos, ça fait 10 fois que je vous contacte. Donnez-moi des éléments pour que moi, je lui explique. Ou que j'explique au reste de la famille qu'il a tort. » Et ça passe mieux quand c'est fait par des pairs. Et je crois que ce travail-là, c'est aussi donner des outils. Ce que les médias font, essayent de donner des outils, des techniques. Et c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que si on se contente juste de dire bah non, c'est faux, et qu'on n'incite pas les gens à s'emparer des méthodes de vérification, le combat sera perdu. D'où l'importance de ce qu'on appelle l'éducation aux médias, qui est un des axes importants aussi sur lequel... Ça va même au-delà de l'éducation, je dirais, c'est le réflexe. C'est aussi, et c'est lutter contre soi. C'est pour moi, j'ai vu des journalistes partager des infox. Bon, mais une des règles de base du journalisme. C'est d'abord, mais pourquoi? Parce qu'on est aussi dans un partage d'émotions et de réactions très vite, très rapide, et que la réaction et l'émotion, ça ne fait pas la raison. Et qu'à un moment donné, il faut revenir au rationnel et revenir aux méthodes. Bon, alors, tout et n'importe quoi circule. En tout cas, les infox sont nombreuses. Guillaume Dodin, sur quels critères vous basez pour vous emparer ou non d'une infox? Je vais juste commencer en rectifiant quelque chose que vous avez dit. Je ne suis pas du tout professeur d'université. J'ai un homonyme qui a cette chance, mais moi je ne le suis pas du tout. Voilà, je m'excuse, mais c'était bien trop d'honneur pour moi. Non, mais c'est trop tard, je vous ai nommé. Bon, tant pis, je garde le titre. Voilà. Sur quels critères on se base? On va se baser sur un certain nombre de critères, principalement la viralité d'une fausse information et évidemment son intérêt éditorial, sachant que c'est une alchimie entre ces deux critères qui font qu'on va décider de corriger ou pas. Je vais vous prendre un exemple que j'adore, j'aimerais bien vous le montrer parce qu'il est visuellement très parlant. Sur Facebook, il y a une photo qui est partagée environ 450 000 fois d'une jeune femme qui est en sous-vêtements et qui est en sous-vêtements roses et qui n'a plus de bras en fait sur la photo. Et il y a une légende accompagnant cette photo disant vous n'allez jamais partager ma photo parce que je n'ai plus de bras, blablabla. Et donc, il y a 450 000 personnes qui ont partagé cette photo avec parfois des blagues plus ou moins drôles et parfois des « Madame, on vous soutient, même si vous n'avez plus de bras, etc. » Une recherche d'images pour voir si c'est vrai ou faux permet de voir qu'en fait, c'est un Photoshop de très mauvais niveau. Mais il y a tout un tas de gens qui ont cru parce que, comme tu dis, ça joue sur les émotions. Pourquoi on peut décider de faire une vérification sur cette image? Non pas parce que ça a un immense intérêt éditorial, savoir si cette personne a des bras ou pas, c'est pas primordial. Par contre, le fait que 450 000 personnes l'aient partagé, on peut se dire que ça peut apporter des choses à pas mal de gens que de voir, faites attention, sur les réseaux sociaux, vous pouvez être trompé de bonne foi parce qu'il y a quelque chose qui vous intéressait, qui touchait à vos sentiments et donc vous l'avez partagé et pourtant c'était faux. Ça, voilà, ça va être une balance entre tout ça. Mais on va essayer évidemment aussi d'aller sur des choses qui sont éditorialement intéressantes. Donc ça va être viralité zéro, je ne sais pas.
une partie du discours d'Emmanuel Macron, tout a été écouté, tout le monde a regardé le discours d'Emmanuel Macron. Bah, une partie, on s'arrête, on écoute des éléments qu'il donne, et il se trouve que ces éléments sont faux ou trompeurs ou je ne sais quoi, et du coup, on va le faire. Et là, c'est quelque chose qui a plus trait à, évidemment, l'intérêt public. C'est pas un intérêt d'éducation aux médias, c'est tout simplement ce que vous disiez toutes les deux sur un peu les sources de notre travail. C'est enfin, les origines plutôt de notre travail, c'est pas forcément les gens qui vont tromper de mauvaise foi. Moi, je peux pas présumer qu'Emmanuel Macron ou Donald Trump ou Marine Le Pen vont vouloir tromper et dire une fausse information. En revanche, je peux essayer de la rectifier parce que ça a forcément un intérêt pour le débat public que d'essayer de dire ce qui est vrai. Dans la même veine, j'ajouterais aussi tout ce qu'on peut faire autour ce qu'il y a vraiment dans la loi Blanquer sur l'école, ce qu'il y a vraiment dans le pacte de Marrakech. Donc il y a tout ce travail qui est à la fois fact-checking, mais plutôt explication, réexpliquer vraiment ce qu'il y a. Parce que c'est aussi beaucoup ça qui tourne. C'est juste, on interprète, etc. On tord un petit peu. Il y a des choses qui tournent. Donc je trouve que c'est un côté un peu décryptage, un peu explication. Je dirais, il y a un côté expliquer vraiment ce qu'il y a dans une loi, expliquer vraiment. Comme là, on a pas mal fait aussi sur les urgences. Est-ce que les policiers ont le droit de réquisitionner ou pas des urgentistes? Enfin voilà. Juste rappeler ce qui est vrai, pas vrai, mais sans effectivement présupposer que tout le monde ait voulu détourner la vérité. Mais on a ce côté-là. C'est là où chaque média fact-checker en France a un peu un créneau, et c'est là où par exemple les décodeurs du monde vont être forts. Ils vont peut-être faire un peu moins d'intox viral comme vous faites, comme nous on fait, mais par contre ils vont faire beaucoup d'articles explicatifs, pédagogiques sur les questions que les gens se posent et sur lesquelles ils attendent des réponses. Je trouve que là-dessus ils sont vraiment les plus forts sur ce côté décryptage. Voilà, avec la question qui se pose, c'est la profondeur de l'action. Effectivement, des choses qui semblent tomber sous le sens, réagir à des infox qui circulent sur le pacte de Marrakech ou des choses comme ça. C'est dans l'actualité, c'est traité par la presse. Il semble assez logique, assez naturel que la presse se préoccupe de la véracité ou non de ce qui circule. Mais alors la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où aller. Est-ce qu'il faut aussi, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut aussi se saisir d'infox viral qui circule que de toute façon, nous, journalistes, nous, médias, n'utiliserions pas. Est-ce que là, il faut également monter au front sur ce créneau et les démonter également? Je pense par exemple à la RTBF qui a décidé que non. La RTBF fait assez peu de fact-checking sur des choses qui ne sont pas directement liées à l'actualité. Pour une raison simple, hein, en tout cas avance-t-il, c'est que traiter d'un fait, même pour le démonter, c'est lui donner une existence. Et que c'est extrêmement dangereux. Donc voilà, là il y a un vrai choix stratégique, jusqu'où aller. Faut-il répondre? Je voyais, et je ne fais pas de... Enfin si, c'est mon rôle d'ailleurs, je me fais accusateur public, mais je voyais la très bonne rubrique de Libération, Check News, qui apporte des éléments de réponse très intéressants. France Inter a-t-elle le droit de refuser les publicités d'Air France? C'est vrai que c'était dans le débat, c'était dans les... etc. Donc des choses de genre, mais ça va jusqu'à le goût des dragibus varie-t-il en fonction des couleurs? Moi personnellement je ne savais pas, mais c'est vrai qu'il y a une viralité là-dessus, ça circule, des gens se sont intéressés à ça, certains affirment que voilà. Est-ce qu'un média doit-il consacrer ses forces et ses ressources à démonter ce genre d'infox? Les dragibus et la couleur, si on disait les dragibus noirs provoquent le cancer et pas les autres, là oui. Non mais voilà, nous on s'intéresse énormément par exemple aux post-viraux qui ont trait à la santé. Parce que la santé, oui, il y a un enjeu de blessures, de morts, de partage d'informations ou d'infox qui peut avoir des conséquences sur la vie des personnes. Donc là, même si ce n'est pas dans l'actualité,
on s'y intéresse. Après, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, c'est vrai que nous, on est assez ouverts sur la viralité, parce que quand ça touche quelque chose, et c'est vrai qu'après, il faut faire aussi nos choix éditoriaux, c'est qu'on ne peut pas être juste en réplique. C'est pas ça, mais je pense que quand on est en réplique et qu'on détaille la réplique, ça incite aussi à réfléchir, enfin aux personnes qui ont pu partager, à réfléchir à leurs propres usages, au pourquoi. Enfin, c'est jamais complètement anodin. On essaye vraiment, je pense, dans les articles qu'on fait, dans les réponses, de faire un pas à pas qui fait que la personne peut elle-même faire son pas à pas. Mais il peut y avoir des informations aberrantes qui provoquent, qui ont effectivement des... Qu'on parlait du CHU de Nantes, saturer le standard d'un CHU, c'est grave. Donc on peut se dire, c'est pas dans l'actu. Bah oui, ça date il y a des années. Bon, ça revient. Bah si, on va en reparler parce que y a un enjeu derrière. Donc je pense qu'il y a toujours... Il faut que ça corresponde, ce que disait Guillaume, à l'intérêt public. Voilà, il y a un intérêt public aussi. Il peut y avoir des choses qui sont très anodines, mais qui provoquent des émeutes... Des émeutes qui font des boycotts dans des magasins où il peut y avoir quand même des emplois menacés. Bon, tout ça n'est pas complètement anodin. Donc, c'est pas forcément dans l'actualité, mais ça touche à l'organisation publique, ça touche à la vie des personnes, et donc c'est important. Pour appuyer ce que dit Anne, moi je pense que le fact-checking, en fait, c'est du temps court et du temps long. Le temps court, c'est il y a une fausse information, on la corrige éventuellement, on rétablit la vérité, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, on apporte des éléments sur la vérité. Et c'est très bien, ça peut durer, c'est un cycle qui a 1 ou 2 jours, et c'est nécessaire. Le temps long, qu'est-ce que c'est ? C'est une fausse info. On explique aux gens avec énormément de pédagogie, comme vous disiez toutes les deux, comment on a fait pour vérifier, comment ils peuvent faire pour vérifier par eux-mêmes, comment la prochaine fois peut-être ils peuvent éviter de se laisser tromper. Et ce temps long, c'est quoi ? C'est permettre aux gens d'éviter à l'avenir de reproduire cette erreur, et donc avec vraiment beaucoup d'espoir et encore des grands mots, peut-être assainir un peu ce qui se passe sur Internet, assainir un peu le débat sur Internet, et faire en sorte qu'il y ait un peu moins de gens qui partagent des fausses infos. Et dans ce temps court, temps long, venir vérifier des infos qui peuvent paraître un peu bêtes ou anodines, ça peut avoir de l'utilité. Parfois, on va mettre le focus sur quelque chose qui n'a pas forcément été très partagé, mais en racontant l'histoire de cette info qui n'a pas été très partagée, on va intéresser beaucoup de gens, et au risque, c'est vrai, de propager un peu une fausse info, donc il faut faire attention, il faut prendre des précautions, mais on va intéresser des gens à ça, et on va apporter une espèce de... non pas une leçon de journalisme, mais en tout cas des éléments sur comment vérifier et comment faire attention. Moi, je voudrais rebondir sur 2 choses. C'est vrai qu'on fait très attention à ne pas non plus populariser une fausse information. C'est-à-dire à ne pas aller chercher non plus quelque chose qui est trop anecdotique, qui est trop caché, petit, etc., ou même qui circule pas mal, mais où en fait, même en la traitant et en la démontant, on lui donnerait finalement une visibilité encore plus grande. Et comme on sait qu'en plus, une partie ne va pas forcément croire les médias dans ce qu'on fait, même de vérification, donc on fait vraiment attention quand même dans le choix de ce qu'on fait. L'autre, c'est sur la santé. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui, cette thématique-là autour des fausses informations. C'est un des champs importants. Des fabricants de fake news. Oui, mais pas que en fait, aussi de lobbies ou de personnes qui croient. Enfin, on va au-delà de la simple fake news et je propage quelque chose dans un coin, etc. On est dans de l'idéologie quand même, et dans le questionnement qui est aujourd'hui autour de. Les médias, on les croit pas toujours, mais alors on croit même pas non plus les scientifiques, les chercheurs, etc. Et là, quand il y a eu le sondage chaque année, alors qu'on peut questionner un peu quand même, je trouve, la manière de le faire, on va dire la méthode, mais qui est fait chaque année en janvier avec Conspiracy Watch sur les théories du complot. Bon, cette année, la seule théorie qui ressortait en positif, c'est-à-dire où il y avait plus de gens qui n'y croyaient pas, c'était celle autour des vaccins et du fait que l'industrie pharmaceutique et le gouvernement étaient de mèche pour cacher la réalité. Bon, c'est quand même saisissant. Et donc, on a quand même beaucoup de choses aussi à travailler autour de ça. Alors nous, les médias, c'est pas évident parce que
les anti-vaccins, il y a aussi des arguments, il y a des gens, il y a des parents, donc parfois, nous aussi, on ne sait pas toujours quelle est la réalité, on n'est pas non plus chercheur, on n'a pas toujours l'expertise, mais en tout cas, là-dessus, il y a quand même vraiment un axe important à travailler. Nous, on a lancé avec France Culture les idées claires, où justement, on donne plutôt la parole à des chercheurs et une des thématiques vraiment les plus importantes, c'est autour de la santé, pour démonter, bah oui, le sida n'a pas été créé en laboratoire par la CIA. Enfin, c'est toutes ces infos-là qui tournent encore même 10, 15, 20 ans après. Et puis des choses nouvelles autour de la rougeole, par exemple. On a fait pas mal de choses aussi. Donc c'est une thématique importante, je trouve, aujourd'hui. Ça rejoint un peu l'histoire des dragibus, on va dire plus anecdotique, mais voilà. On a un rôle, en tout cas, je pense, autour de démystifier, peut-être plutôt ce terme, autour de ce qui concerne la santé, tout en restant, nous, objectifs, parce que aussi il y a des lobbies, effectivement, de ce côté-là. Il y a, je pense, une bonne posture à trouver, et la mauvaise étant d'essayer d'être perçu comme les porteurs de la vérité avec un grand V. C'est le danger, c'est le piège, et ce qui est normal. Et à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus audibles. Je crois qu'il faut bien faire comprendre que le rôle de médias est de démontrer le faux, s'il existe. Mais démontrer le faux ne veut pas dire le vrai. Nous ne portons pas la vérité. Sur les vaccins, je reprends ton exemple, sur les vaccins, il est important de montrer que un rapport qui est systématiquement cité par les anti-vaccins est un faux et tiré était un détournement d'un rapport qui n'avait pas grand-chose à voir, enfin, etc. Il est important de le montrer. Mais montrer que ce rapport est un faux ne veut pas dire que nous prônons l'utilisation du vaccin. Et ça, c'était un message à faire passer. C'est difficile de le faire passer clairement chez les gens. On parle de défiance, voilà. Et souvent... Moi, quand j'en discute comme ça avec des gens, grosso modo, ce que j'entends de leur part, c'est « mais en quoi vous en savez plus que moi? En quoi vous érigez en défenseur en détenteur de la vérité ?» Donc là, il y a vraiment une question de posture à trouver. Elle n'est pas évidente. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une défiance envers les institutions, et les médias font partie des institutions, au même titre que le politique, que effectivement aujourd'hui les chercheurs, les scientifiques. Donc je pense que c'est ça aussi qui est renvoyé, et nous, on a essayé de se sortir un peu de cette vision de défiance. Alors en plus, selon les médias, il y a aussi autour des médias l'actionnariat privé, nous, le service public, c'est l'État qui est derrière. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous associent de cette manière-là. Donc effectivement, il faut pouvoir donner des clés. Moi, je crois plus effectivement en développant l'esprit critique, donnons des outils, que nous soyons la vérité, parce qu'on nous renverra ça et effectivement on nous dira oui, de où vous savez tout, et puis de toute façon pourquoi est-ce que je vous croirais, même si par A plus B on a prouvé les choses. La posture, du coup, la bonne posture pour répondre à ça, enfin il y en a plusieurs. Chez nous, à l'AFP Factuel, on essaye donc, comme je disais, de la pédagogie, d'expliquer, de donner tous les éléments dans nos articles, vraiment, presque de prendre les gens par la main. Il y a aussi le côté où on va essayer de répondre à toutes les questions qui se posent. Ça rejoint la question que tu posais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut s'intéresser à des intox qui paraissent aberrantes? Le parti pris qu'on a, c'est si des gens... ont l'air d'y avoir cru sincèrement, alors ça vaut la peine de s'y intéresser. Et si on s'y intéresse, c'est pas pour dire vous êtes des débiles, vous avez cru à des trucs idiots, c'est pour dire voilà pourquoi c'est faux, voilà comment vous auriez pu trouver la bonne réponse là-dessus. Et il y a une autre manière, c'est celle de Check News qui me paraît, moi, enfin, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire répondre à des questions que les gens se posent. Le principal danger que l'on a dans notre spécialisation, c'est de s'intéresser à des sujets qui n'intéressent que nous. Check News répond à des questions que les gens se posent, que des gens leur posent plutôt, encore peut-être plus systématiquement que nous on le fait, parce qu'on le fait à l'AFP, on le fait à 20 minutes, etc. Mais eux, ils le font à chaque fois.
Du coup, ils répondent à des questions qui, comme tu le disais, ne plaisent pas toujours. Des questions, est-ce que Libération a soutenu la pédophilie à la fin des années 70 ? La réponse est oui dans l'article. Je crois que, c'est plus compliqué, mais c'est Daniel Cohn-Bendit. C'est une tribune à la fin des années 70 dans Libération. Enfin, ils reprennent tout le fil de cette histoire et ils finissent par répondre clairement et simplement. Et donc, ils font des choses qui ne sont pas toujours simples. D'ailleurs en interne, et ça c'est quelque chose qui permet aussi de renouer le fil avec les lecteurs, c'est d'être transparent. Ils sont transparents le plus transparent possible sur leur financement, sur tout ça, et c'est assez honorable, et c'est une bonne manière une bonne posture, pour retomber sur le début du raisonnement, une bonne posture pour essayer de répondre à toutes les difficultés qu'on peut avoir de crédibilité. Merci beaucoup, c'était passionnant d'avoir cette multiplicité de regards sur des questions qui nous intéressent aussi, nous chercheurs, puisqu'on est dans des activités où on est aussi amené à évaluer de manière critique des arguments. Moi, je suis toujours très intéressé par les rubriques de fact-checking. Et la question que je me posais, c'est comment, dans vos rédactions, vous ventilez un sujet qui va être dévolu au fact-checking s'il y a une rubrique particulière et un truc qui va partir en rubrique. Juste pour donner un exemple, la raison pour laquelle je me pose cette question, on parlait des vaccins, des questions de santé. Récemment, on a vu revenir en France le professeur, et je mets un peu des guillemets, Wakefield, anti-vax très connu, qui a été débunké énormément de fois dans le passé. Il y a même un bouquin qui s'appelle The Panic Virus, la panique autour du virus, rougeole, etc. Et donc ce truc est réfuté depuis 15 ans. On voit très très bien que chaque fois que ce personnage réapparaît, c'est pour mener des sortes de campagnes. Ça ne l'a pas empêché d'être invité par une responsable d'un parti politique pour quelque chose qui s'est passé à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on peut se dire, quelqu'un qui est dans sa rubrique, qui a déjà vu passer, à supposer qu'il soit suffisamment ancien dans la rédaction, qui a déjà vu passer cette chose-là 4 ou 5 fois, peut-être qu'il peut donner un éclairage que d'autres ne pourront pas. Et c'est une vraie question que je me pose quand je vous lis ou quand je vous entends respectivement. Comment est-ce que cet arbitrage se fait en rédaction ? Je ne sais pas si ma question est claire ou si elle correspond à une question pratique que vous vous posez. Nous, c'est assez simple. Comme je disais, on est une petite rédaction. On est 80 journalistes et il y a la moitié à Paris. Donc les échanges sont assez faciles. Et par ailleurs, on est aujourd'hui, même si on est toujours journal plus, on est en médias numériques. Donc, travaille sur le sujet la personne qui connaît le mieux. C'est-à-dire qu'on a une rubrique Fake-Off avec 2 personnes qui sont spécifiquement dédiées, mais toute la rédaction peut être amenée à travailler sur la rubrique. Et on a en plus un truc génial en digital qui s'appelle le double rubricage. C'est-à-dire que le même article peut se retrouver sur le site aussi bien en Fake-Off que, par exemple, l'histoire de la camionnette blanche qui enlevait des enfants. Ça a été d'abord traité par notre spécialiste police-justice. Tout simplement parce que il a vu la rumeur, il a vérifié, voilà. Et ça s'est retrouvé en Fake-Off aussi. Les suites ont été traitées aussi par lui avec l'équipe. Donc ça, il y a pas pour nous, il n'y a pas tellement de débat parce que on est une structure très légère et l'important c'est d'avoir la bonne info et de pouvoir la ventiler justement là où elle aura le plus d'impact. C'est un peu la même chose à France Info. Alors, on a aussi des personnes dédiées au fact-checking. Aujourd'hui, on a une chronique tous les matins à l'antenne. Donc, et puis, la présidente de Radio France l'a annoncé là ces derniers jours. On lance une cellule un peu plus poussée de fact-checking au sein de France Info, au sein de l'agence de France Info en septembre, avec plus de personnes autour un peu du décryptage, sur ce que je disais tout à l'heure, et puis surtout un peu plus de viralité pour aller sur les formats YouTube, Instagram, etc. Mais en tout cas, la personne notamment à France Info côté radio qui fait du fact-checking, elle va en permanence voir ses collègues dans les services. On a une spécialiste santé, une spécialiste environnement, des journalistes à la PJ. Et en fait, à chaque fois, et notamment aussi parce que certains sujets sont un peu techniques, environnement, santé, on a aussi des sujets qu'on peut faire, on va dire, dans des pays comme là aux Pays-Bas, avec cette jeune fille qui aurait été euthanasiée
euthanasiés, ce qui a tourné là depuis un jour ou deux, on peut aussi faire appel aux correspondants qu'on a pour essayer de voir avec eux entre ce qu'on voit en France et ce qui véritablement dans le pays se passe. Donc lui, il est en contact un peu. C'est lui qui porte la chronique, c'est lui qui effectivement détecte plutôt les sujets, mais après il va chercher des compétences, des infos, une aide auprès des spécialistes de la rédaction de France Info, notamment sur l'économie aussi par exemple. Guillaume ? On est à une plus grosse machine que 20 minutes par exemple, de mémoire on est 1500 journalistes à l'AFP, donc sur ce genre de questions, quand on arrive à bien travailler ensemble, et c'est le cas 99% du temps à l'AFP, bah on a le double regard, c'est-à-dire les gens qui font du fact-checking comme moi, qui vont peut-être avoir un focus sur l'itinéraire de cette fausse info, enfin l'itinéraire, le parcours de ce monsieur par exemple, et comment ça se propage sur Internet. Et puis nos spécialistes santé qui vont nous faire la réponse un peu de fond. Sur pourquoi ce qu'il dit est faux, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être la richesse du réseau AFP, et la richesse, elle est aussi une richesse internationale. À chaque fois qu'on travaille sur une information, à l'AFP, on a toujours quelqu'un qui, en fait, est un peu spécialiste du territoire. Je me suis mis à travailler en septembre sur une vidéo qui tournait de migrants qui jetaient de la nourriture en Grèce. Assez vite, j'ai abouti au constat que c'était une vidéo qui avait été tournée sur l'île de Lesbos. Donc j'ai voulu raconter cette histoire. C'était vrai, ils avaient bien jeté de la nourriture, mais les conditions étaient abjectes, etc. Je me suis rendu compte qu'on avait une correspondante sur l'île de Lesbos pour l'AFP, donc qui pouvait être capable d'aller sur place, raconter l'histoire. Moi, j'ai retrouvé des migrants qui étaient passés dans ce camp par Facebook. Le bureau d'Athènes, et pas la correspondante, le bureau d'Athènes a contacté le Haut-Commissariat aux réfugiés. Enfin voilà. Et mon collègue à Beyrouth a traduit pour moi ce que disaient les migrants dans la vidéo en arabe. Donc ça, c'est des forces, c'est un réseau qu'on fait marcher ensemble. Et c'est l'occasion de dire que dans notre réseau de fact-checking à l'AFP, ce dont on est assez fier, c'est que là, moi, je vous raconte beaucoup la partie française, mais en fait, maintenant, on travaille en 8 langues. J'ai l'impression qu'il y en a une nouvelle chaque jour. On travaille dans 20 pays, on a 40 journalistes qui sont dédiés à ça, donc ça donne, ça fait beaucoup d'articles potentiels, mais surtout ça donne des complémentarités où on arrive entre nous à retracer comment une info souvent saute les frontières, saute les barrières linguistiques, et donc ça donne un peu plus de force à ça, et c'est là où on fait marcher le réseau. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais écouter quelque chose de plus autocritique sur le journalisme, parce que je viens de l'Italie, mais il y a aussi des politiques de journaux. Par exemple, je viens de Turin. Ma cité, il y a un des plus importants journaux italiens, La Stampa. Et ils ont toujours l'ordre de l'éditeur, de la famille Agnelli, de ne pas publier rien de négatif sur l'équipe de football Juventus et sur la Fiat. Donc, et ça, c'est une politique éditoriale. Et si je pense moi-même, j'étais en charge de la communication de mon université en Italie. Et toutes les fois que je passe aux journalistes les nouvelles, je passe les nouvelles d'une forme déjà écrite. Et je trouve sur tous les journaux régionaux les mêmes articles avec mes paroles, sans vérification, sans rien. Et je ne sais pas, il y a aussi, mais c'est vrai que le journalisme n'est pas en charge d'être la vérité. Il y a un directeur d'un journal italien qui dit toujours, eh bien, pour 1,50 €, tu ne peux pas avoir la vérité. Et donc, c'est le cynisme du journalisme. mais c'est seulement pour dire que je voudrais écouter aussi l'autre côté, les côtés autocritiques.
S'il y en a, mais peut-être qu'il soit seulement en Italie, mais... Non, alors après, là, nous déjà, on est quand même 2 médias de service public, dont l'actionnaire est l'État français, donc Radio France et l'AFP. Donc c'est un peu différent. Mais avant de travailler pour France Télévisions, moi j'ai travaillé 14 ans à Europe 1 avant de travailler à France Info. Donc j'ai aussi connu ce qu'était un patron privé. On n'a pas, moi, j'ai pas été témoin ni à Europe 1 ni à France Info de choses qu'on avait le droit de dire ou pas de dire de la part de notre actionnaire. Je ne dis pas que dans certains médias français, et je les citerai pas, il n'y a pas eu des consignes parfois de certaines familles, les possédants, de traiter ou de ne pas traiter certains sujets. Ça, c'est sûr. Il y a eu aussi, je pense, dans le service public, à une époque, des consignes. Enfin, à Radio France, le ministre de la Communication avait son bureau à l'ORTF. Donc effectivement, je pense qu'à cette époque-là, il y avait quand même des consignes. C'était il y a longtemps. Oui. Voilà. Aujourd'hui, non, on n'a pas... Sur cette première partie-là, on n'a pas de choses qu'on traite ou qu'on ne traite pas. D'ailleurs, nous, là, très clairement, on traite ce qui concerne Radio France ou ce qui concerne France Télévisions sur les plans de départ, les réorganisations, y compris ce que dit à la fois ce que disent nos patrons, mais aussi les syndicats. Et on traite ces sujets-là, on les passe pas sous silence et on essaie de les traiter de manière honnête et objective. Donc voilà, ça peut exister, on peut faire de l'autocritique. Après, ce qu'il peut y avoir plus, c'est des biais, c'est-à-dire que les journalistes sont aussi des humains, ont aussi des points de vue, des opinions. On essaye de ne pas les laisser trop transpirer plutôt, je dirais. Mais effectivement, pourquoi est-ce qu'on choisit de traiter certains sujets ou pas ? Ça, dans une rédac, on a une conf de rédac et c'est vrai que selon les rédactions, on peut avoir des sensibilités et on va plutôt parfois mener, pas des campagnes, mais par exemple sur le mouvement MeToo, on a pu décider à certains moments d'en faire pas mal parce que voilà, on pensait que c'était important, que c'était un sujet à porter. Voilà, on peut aussi être parfois acteur quand même de la société, vouloir porter certains sujets. Mais pour revenir... Les exemples que vous citez sont très intéressants, mais relèvent plus de la censure et de l'autocensure, ce qui est... Et pour revenir à cette idée aussi d'Infox, oui, on peut bien sûr se faire une autocritique et relever la difficulté de l'exercice. Quand on en parle, c'est vrai qu'on paraît très fort, très lucide, et c'est pas tout à fait toujours exact. Tu le disais tout à l'heure, ça dépend, il y a une part d'humain qui est très important. Les fabricants, les émetteurs d'Infox naviguent entre l'ignorance et la croyance. Ils dosent l'un ou l'autre élément. Et la croyance est un facteur important pour nous, est un élément important qui nous empêche, qui parfois nous aveugle. Je vais prendre un exemple. Nous avons repris une Infox il y a 6 mois. Nous avons dit dans un reportage qu'on inaugurait un porte-conteneur gigantesque, le plus grand du monde, qui est français, qui s'appelle le Saint-Exupéry, et nous avons dit que ce porte-conteneur polluait autant que 55 millions d'automobiles. Ça, c'est une Infox qui traîne depuis des années, qui est une erreur déjà, parce qu'on ne parle pas de la même pollution, ça s'est tiré d'un rapport, mais qui était une extrapolation, c'est une autre pollution, etc. Le truc ne tient pas la route. Nous l'avons reproduit. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette part de croyance qui fait que c'est vrai que quelque part, on est tous, citoyens comme journalistes, choqués, sensibilisés à toutes ces histoires de pollution. Et donc, pour le journaliste, ça n'a pas paru étonnant que de dire que ce bateau polluait autant que 55 millions. Parce qu'en la matière, il a perdu les barrières, le doute automatique qu'il devrait avoir. Et il est plus simple d'aller fact-checker une déclaration ou une infox venant du Rassemblement national, de l'extrême droite ou je ne sais quoi, que
par exemple, de ce genre d'information. J'en reprends une autre qui est rémanente, qui revient tout le temps, que nous avons repris, que pratiquement tous les journaux ont toujours repris, une fausse citation d'Albert Einstein sur la disparition des abeilles. Albert Einstein dit si les abeilles disparaissent, l'humanité disparaît en 4 ans. Albert Einstein n'a jamais dit ça. Albert Einstein ne s'est jamais préoccupé des abeilles, etc. Simplement, comme ça touche quelque chose qui nous choque tous, même en tant que journaliste, on en perd notre obligation de douter, de vérifier, etc. Et nous reproduisons ces dires. Voilà, ça fait partie des dangers, des difficultés, et on n'est pas prêt de les résoudre, et on retombera régulièrement dans ce genre de piège. Après, moi, très honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'autocritique aujourd'hui. Franchement, oui. Il y a quelques années, un rectificatif d'un journaliste qui avait mis une approximation, je ne parle pas d'un droit de réponse ou d'un procès en diffamation, mais rectifier son article parce qu'il y a 1 ou 2 points faux, honnêtement, c'était dans la presse écrite ou ça passait comme ça. Aujourd'hui, déjà, il y a une mémoire du web, donc il y a les commentaires en dessous, ça persiste. Et je trouve qu'il y a plus de transparence. Quand j'ai commencé le métier, rectifier son article... c'était pas dans les habitudes, c'était ouais, non mais c'est bon, on passe à autre chose, quoi. Ok, ou on en fait un autre, mais on revient pas sur ce qui a été dit. Aujourd'hui, par exemple, nous, quand on se plante, et ça arrive, et honnêtement, on n'est pas heureux de se planter, et on ne devrait pas se planter. Enfin, professionnellement, on ne devrait pas se planter. Ça arrive quand même. Bon, dans ces cas-là, le rectificatif, il est en haut de l'article. Hein. C'est wow, shame. Non mais donc, et ça, honnêtement, il y a quelques années, c'était inimaginable. Donc et je pense qu'il y a quand même plus de réflexion, y compris sur les structures aussi capitalistiques. Alors moi, je suis dans le privé, mais ce ne sont que des industriels de presse, puisque c'est le groupe Ouest France et le groupe Russell qui sont indépendants. Donc, j'ai pas d'interdiction de quoi que ce soit par rapport... j'ai vraiment pas eu d'exemple. Hein. Alors, le problème, c'est que tout le monde croit que 20 minutes, c'est Bolloré. Bon, ça, c'est... Voilà, c'est le problème, voilà. Donc, faut expliquer assez régulièrement que, voilà, dans les commentaires, nous ne sommes pas Direct Matin, nous ne sommes pas CNews, mais c'est une réflexion qui, quand même, aussi touche les journalistes. Je pense que la question émerge plus. Du temps où le parfumeur Coty avait son journal, ça n'émergeait pas. C'était son journal. Quand il y avait le journal de Dassault, de l'actualité bienheureuse, ça n'émergeait pas, c'était son journal. Donc aujourd'hui, et puis on néglige quand même aussi les mouvements internes aussi aux rédactions. C'est pas parce qu'on nous dit non que ça va pas sortir à un moment donné par d'autres biais, etc. Et c'est vrai que la vision un peu monolithique, alors qu'on renvoie et bon, c'est comme ça, hein, n'est pas toujours évidente. Je pense quand je dis la version monolithique, c'est la version parfois qu'on nous renvoie des lecteurs en disant vous êtes achetés. Bon, on est tous achetés par Macron, hein, de toute façon, que ce soit privé, public. C'est un peu ce qu'on nous renvoie. Dans ces cas-là, il faut aussi qu'on ait un dialogue pareil avec le lecteur par rapport à ça, par rapport à l'image qu'on renvoie. Et c'est vrai qu'on a aussi tous nos biais. Bon, faut regarder les rédactions, faut regarder notre formation, faut regarder d'où on sort. Oui, vous mettez un coup de pied dans une hypocagne ou vous tombez des journalistes. Hein. Si j'enlève des fils et des filles de profs de ma rédaction, il ne reste pas grand-chose. C'est un problème. Ils avaient bien fait le travail. Ils ont fait il y a quelque temps un article où ils sont allés reprendre tous les parcours de leurs journalistes, d'où ils venaient, où est-ce qu'ils étaient nés, en province, à Paris, quelles études ils avaient fait, etc. Bon, c'est sûr qu'on retrouvait. Alors, du coup, on peut penser qu'il y a peut-être des manières de penser un petit peu identiques. On va dire à partir du moment où les journalistes peuvent provenir en grande partie de mêmes milieux socio-professionnels, plutôt parisiens, plutôt... voilà, on peut retrouver ça c'est sûr. Et après, ça veut dire qu'on n'est pas sensible à plein de thématiques, parce qu'on est quand même différents. Puis on essaye de faire, on sort un peu du sujet, mais quand même de faire... Radio France, par exemple, sur l'alternance, on fait volontairement uniquement de l'alternance sur des boursiers, pour justement essayer de diversifier les rédactions. Sinon, je voulais revenir sur une chose, une radio comme France Info qui a plus de 30 ans, clairement, avant qu'existe Internet,
C'était pas du tout une préoccupation, parce que si on disait, je pense, on essayait de dire des choses vraies à l'antenne, mais si quelque chose n'était pas bon à l'antenne, c'est pas grave, c'était perdu dans les limbes. C'est-à-dire que ça avait été donné une fois, personne ne pouvait réécouter ce qui avait été dit. Donc moi, je discute avec des journalistes qui sont présentateurs, qui ont 50, 55 ans, 60 ans, qui ont connu cette époque-là. Ils travaillent très différemment, c'est ce qu'ils me disent tous. Le métier a changé. Avant, effectivement, on ne pouvait pas réécouter. Alors, un journal, c'était un peu différent. C'était écrit, ça restait quand même. On pouvait quand même retrouver ce qui avait été écrit, à demander des archives. Mais sur une radio d'info en continu, c'était dit, c'était fini. Donc, on pouvait très bien, 2 heures plus tard, dire strictement quelque chose de différent. Donc, les choses, moi, je pense quand même que le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, le numérique, la réécoute, tout ça, de toute façon, ont obligé les journalistes quand même à changer, à reconnaître, je suis d'accord, reconnaître les erreurs. Puis, mon confrère de l'AFP est là, mais enfin, à l'épisode Martin Bouygues, on a été traumatisés quand même, dans beaucoup de rédacs, par cet épisode-là. Hein. Le fait de tout savoir donner, puisque nous, l'AFP, pendant très longtemps, c'était, puis même aujourd'hui, on a confiance, mais je veux dire, on s'est même pas posé la question de savoir si ça pouvait être vrai ou pas vrai. Voilà. Donc c'est vrai que l'erreur, elle existe, et on pouvait très bien peut-être à un moment se dire que ne plus la prendre en compte, quoi. Je préfère te laisser. C'était évidemment une erreur majeure, mais là où l'AFP fait attention, c'est justement dans sa politique de correction de ses erreurs. Quand on fait une erreur, on donne la même ampleur au correctif qu'à la fausse information initiale, histoire de faire en sorte qu'un maximum de gens, médias, clients ou publics, voient ce qui s'est passé. On explique la nature de l'erreur, on explique le rectificatif pour que vraiment il n'y ait plus de doute qui soit laissé. Mais comme vous dites toutes les deux, les choses évoluent, s'améliorent, mais il y a encore du travail. Il y a peut-être 1 an, il y avait eu cette histoire du terroriste de Trèbes, je crois que c'est Radouane Lagdim, qui avait été présenté par une chaîne d'infos en continu comme ayant été naturalisé 1 an après qu'il ait été fiché S. Ça, c'est une chaîne d'infos en continu qui a dit ça pendant environ, 24 heures, donc du vendredi après-midi au samedi midi. On s'en est rendu compte, nous, malheureusement, toujours trop tard, dans le cas des infos qui ne sont pas vraies. On s'en est rendu compte le lundi matin, donc on avait déjà vérifié l'info à l'AFP, mais on a revérifié qu'ils avaient bien dit ça, que donc ils s'étaient bien plantés. On a écrit un article et on a contacté la rédaction, et la réponse de la rédaction a été, de la chefferie de la rédaction, a été on attendait que vous nous appeliez pour parler de ça. Bah oui, c'est vrai, on a fait une erreur, donc on s'excuse. On s'excuse. Et par contre, aucun correctif n'avait été publié à l'antenne ou sur Internet ou nulle part. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est une bataille quotidienne des journalistes, tu avais raison, contre eux-mêmes, pour avoir le courage ou l'honnêteté, la franchise de dire qu'ils se sont plantés, et de le dire aussi clairement que ce qu'ils avaient claironné dans la première information. Mais c'est quelque chose, c'est vrai, qui va en changeant, qui s'améliore, mais qui n'est pas encore complètement stabilisé, je crois. Et en tant que médiateur à France Télévisions, je me rends compte que le fait de reconnaître ses erreurs améliore et induit une relation avec le public, un renforcement de cette relation. C'est très très net. Ce que j'essaye de dire toujours à ma direction, c'est qu'en fait, on est gagnant là-dedans. Ce n'est pas une humiliation, c'est qu'on montre que nous sommes conscients de nos responsabilités, que nous reconnaissons nos erreurs, et d'une façon ou d'une autre, mais très clairement, le public nous en sait gré. Donc c'est vraiment un élément d'apaisement dans les rapports entre le public et le média, quoi. Tout à l'heure, il y a une jeune femme qui est venue nous parler des Gilets jaunes. On n'en a pas parlé du tout pour l'instant, mais c'est vrai que, par exemple, ça a été au démarrage, pour un média, c'est compliqué à appréhender. Quelle importance, parce que justement, on nous a beaucoup reproché. Alors, des deux côtés, moi je me dis, quand finalement on a les reproches des deux côtés, c'est qu'on ne doit pas être trop mal. C'est-à-dire qu'on nous dit on en fait trop, de l'autre côté qu'on n'en fait pas assez. Bon voilà. Mais quelle importance accorder à un événement, à quelque chose qui se passe? Comment percevoir la réalité de ce qu'il y a derrière, l'importance de ce qu'il y a derrière entre un phénomène
parce que on peut créer artificiellement un phénomène aussi, les médias. Si tout d'un coup on est en boucle et puis on se met à parler énormément, à faire des spéciales en continu, à faire, enfin, je veux dire là aussi, il y a eu quand même aussi sur des chaînes d'infos en continu des images qui n'étaient pas vraiment directes. C'est-à-dire qu'il y a des boucles qui tournaient toute la journée. Enfin, c'était juste la même séquence et on pouvait laisser penser qu'elles étaient en direct. Donc comment est-ce qu'on accorde à un moment donné beaucoup d'importance, pas d'importance, tout ça. Et ça fait partie aussi, confiance dans les médias, le prisme qu'on peut avoir. On s'est posé beaucoup de questions, nous, France Info Radio, sur les traitements. Franchement, est-ce qu'on fait, même sur des termes, est-ce qu'on utilise acte 17, acte 18, sur toute la sémantique pour pas tomber non plus dans de l'instrumentalisation. Enfin, on a vraiment marché sur une ligne qui était un petit peu compliquée pour doser à chaque fois importance, pas importance. Et je pense que ça a été pareil dans vos rédactions. À l'AFP, la première vérification qu'on a faite sur les gilets jaunes, je vais faire juste un préambule. Un mois avant l'acte 1 des Gilets jaunes, je me souviens de voir les groupes qui se lancent sur Facebook, Gilets jaunes, Seine-et-Marne, Gilets jaunes, etc. Quelques collègues qui commencent à s'y intéresser, et moi, avec mon esprit tordu de fact-checker, de me dire on va essayer de vérifier si c'est les mêmes gens dans chaque groupe pour voir si c'est totalement artificiel, etc. Après coup, on a vu évidemment que le mouvement avait pris, et il a tellement bien pris que la première vérif qu'on a faite à l'AFP sur les Gilets jaunes, c'est historiquement celle qui a pour nous le mieux marché sur Twitter, avec, je crois, au moins 7000 retweets. Enfin, voilà, et tout au long du mouvement, ça suscitait un intérêt incomparable avec ce qu'on avait fait jusque-là. Nous, on est assez récent, puisqu'on date de novembre 2017, mais incomparable avec tout ce qu'on avait fait, et aussi, par exemple, incomparable avec les élections européennes qui viennent de se terminer, où on avait un peu l'impression que c'était le quotidien en termes de désinformation, qu'il ne se passait pas grand-chose de plus ou de moins que d'habitude. Là où pendant les Gilets jaunes, pour le coup, venant de Gilets jaunes ou pas, je le reprécise, il y avait énormément de désinformation, énormément de choses à vérifier et énormément d'intérêt de la part du public. Donc, en tout cas, en matière d'information, désinformation, je pense que j'espère qu'on n'a pas failli à notre mission, parce qu'on a senti que les gens nous lisaient beaucoup et s'intéressaient beaucoup à ce qu'on racontait sur le sujet. En tout cas, oui, il restera dans l'histoire pour plusieurs raisons. Et en tout cas, c'est un mouvement qui a été assez remarquable par le fait qu'il s'est auto-intoxiqué en permanence. Et il y a eu une activité sur les réseaux sociaux entre Gilets jaunes, entre diverses organisations régionales de Gilets jaunes, qui a été absolument monstrueuse en nombre. C'était strictement impossible pour la presse de démonter tout ce qui circulait. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 2 temps. Enfin, il y a eu un temps, effectivement, mais c'est un événement majeur. Donc, quand il s'est démarré, il a surpris tout le monde. Donc forcément, c'est une forte actualité. Une forte actualité génère aussi une forte intoxication. Mais il y a eu un deuxième temps où, au sein des groupes Gilets jaunes, il y avait des réflexes de vérification. De dire, mais cette vidéo-là, c'est toi qui l'as prise. Moi, j'étais sur place, j'ai pas vu ça. Alors, on a gardé, effectivement, il y avait une masse d'intox. On a gardé aussi la fameuse Coralie Van Bekenfried. Gilets jaunes belges tués. Bon, mais après, il y a vraiment eu les réflexes. Je trouvais ça, quand je disais, c'est les pairs aussi, c'est comme ça que se fait la vérification. C'était extrêmement intéressant à observer. Et après, il y a eu dans cette séquence, moi, quelque chose qui m'a beaucoup interrogée en tant que journaliste, c'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des infox, alors on les démontait, et en gros, en commentaire, on avait « Ok, c'est vrai, mais c'est faux, mais en fait, c'est un peu vrai quand même. » Parce que le fond, si on prenait par exemple la fameuse budget d'un gilet jaune où il y avait moins 2000 à la fin du mois, ce budget, on le fait vérifier par des gens qui font des budgets pour les personnes qui ont aussi accès aux ZCAF, etc. Ça ne tenait pas. Mais au fond, ce que voulait dire ce post, c'était il y a des gens qui ont du mal à la fin du mois. Donc, certes, c'est bidon, mais au fond, c'est un peu vrai. Et ça a été la même chose sur la photo de Macron qui était à la Mongie, où c'était une autre période. Oui, mais quand même, il est allé skier. Et ça posait question sur le fait que chacun concocte un petit peu sa vérité, mais peut-être aussi que derrière,
il suffisait pas de débunker, c'est qu'il fallait s'intéresser à ceux qui s'exprimaient à ce moment-là, et peut-être de fouiller sur ces sujets-là plutôt que de juste dire bah, ça c'est faux, dire ok bon ça c'est faux, mais après où en sont vraiment les fins de mois quoi. Voilà. Mettre en contexte les infox, en quelque sorte. Ou aller creuser aussi sur ce qui s'exprime sur j'ai besoin d'avoir des infos sur combien de personnes vivent avec combien par mois, enfin, qu'est-ce que ça veut dire dans notre réalité. Donc ça veut dire peut-être faire plus de reportages, aller... voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Ma question porte sur les situations dans lesquelles votre travail de fact-checking est contesté par des officiels ou des personnalités médiatiques. Je pense notamment à une campagne de communication du Rassemblement national qui a avancé qu'il y avait autant d'argent consacré moins pour un retraité français que pour un demandeur d'asile. Derrière, les médias ont fait un travail de fact-checking qui a ensuite été contesté par le Rassemblement national et il y avait comme ça un renvoi de balles en fait. Et donc je me demandais comment vous faites face à ces contestations. Ça pose la question de l'efficacité du fact-checking. Est-ce que ça marche ? À quoi ça sert ? Effectivement, dans ce cas, on est sur une affirmation rémanente qu'on aura beau corriger 10 fois, elle ressortira 11 fois, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le risque, comme dans pas mal de secteurs, c'est de ne convaincre que ses partisans, entre guillemets, et de convaincre les convaincus et de ne pas réussir à faire bouger les lignes. Donc, face à ça, c'était un cas très intéressant parce que je me souviens que on est toujours perfectible dans notre travail et qu'il y avait certaines remarques soulevées par le Front National, enfin le Rassemblement National, qui étaient sinon légitimes, en tout cas intéressantes et qui nous permettaient d'affiner ce qu'on faisait. Donc c'est là où ça devient intéressant. Je crois que la fin de la démonstration, c'était que tout de même, ils avaient tort parce que c'était vraiment pas comparable. Et voilà, mais ça avait permis d'ajuster. Et c'est comme ça peut-être aussi qu'on peut répondre. Alors, moi, je suis pas du tout partisan, comme le sont certains de mes confrères, d'aller s'affronter verbalement par Twitter interposé et aller porter le fer sur Internet. C'est une stratégie, moi, je la défends pas parce que je pense que ça nous fragilise. Et donc, j'essaye d'éviter de mon côté. En revanche, on peut affiner les articles, on peut dire, avec le compte, dans mon cas AFP Factuel, dire, suite aux remarques du Front National, voilà notre article ajusté. Je ne sais pas, il y a des manières de montrer qu'on prend en compte des choses. On peut aussi, avec les commentaires, dans ce cas-là, du Rassemblement national, percevoir mieux quelle était leur pensée initiale dans ce qu'ils disaient, essayer de répondre à ce qui était leur pensée initiale, je ne sais pas, ils parlaient de tel type de migrants, de tel type de retraités, répondre à ça, est-ce vrai, est-ce faux, et répondre sur le cas général de la manière dont tout le monde avait compris les migrants, les retraités, et du coup faire quelque chose d'un peu complet. Mais toujours en essayant d'être... on n'est pas là, enfin c'est pas le Front National, c'est pas un adversaire des sites de fact-checking. Hein, il y a deux mondes différents. Les journalistes, on n'est pas un contradicteur politique, on est un média. Donc c'est vraiment très différent. Surtout qu'à France Info, pour le coup, on a fait beaucoup de entre guillemets fact-checking politique et que, alors, pour le coup, il y en a un petit peu chez tous, hein, que ce soit, il n'y a pas que le Rassemblement national, mais on en trouve, y compris à La République en marche, chez les socialistes. Enfin, là, on en trouve toujours. Et d'ailleurs, parfois, c'est pas vraiment, ça peut être un oui mais ou un non mais. Hein. Parfois, c'est juste une petite subtilité. On va aller chercher sur des choses qui... Ce matin, je sais qu'on s'est intéressé notamment à Griveaux qui parlait des médecins en disant que 30% des médecins qui sont diplômés n'exercent pas. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une grosse info, mais c'est quelque chose qu'on va aller prendre dans leur déclat et qui peut peut-être intéresser les gens parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de médecins, etc. Et on n'est pas là pour aller juste porter la contradiction à Griveaux. Enfin, c'est pas l'objectif, il n'est pas politique de notre part, mais il est plutôt de dire, tiens, c'est intéressant comme sujet, etc. Et parfois, c'est ça, on n'est pas adversaire. Enfin, nous...
c'est ce qu'on essaye aussi. En plus, France Info, c'est quand même quelque chose qui est où il n'y a pas beaucoup d'éditorialisation. Hein, il y a des médias où il y a quand même plus de billets d'humeur, plus d'éditorialisation. C'est ce qui n'est pas le cas à France Info Radio. Donc, on fait toujours attention. On n'est pas là dans un combat politique. Après, on fait du fact-checking un peu en direct pendant l'émission politique le matin à 8h30, où effectivement, on est là derrière. La personne qui fait du fact-checking à France Info est quand même là, derrière nos présentateurs, pour dire si vraiment il y a quelque chose qui est dit en direct, pour aller lui dire attention, il vient de dire ça, c'est pas vrai, repose-lui la question et donne cette info. On a quand même un petit peu d'interactivité, mais pas par Twitter, réseaux sociaux. On va pas se lancer dans des échanges comme ça. Par contre, en direct, on peut l'avoir. On essaye de faire un peu de fact-checking en direct pour amener la personne politique à préciser sa pensée. Je vais juste ajouter quelque chose. Je pense, en tout cas pour moi, le plus intéressant pour quelqu'un qui fait du fact-checking, c'est pas d'aller s'attaquer au Rassemblement national ou à la France insoumise parce qu'ils sont dans l'opposition ou à je ne sais qui est dans l'opposition. C'est toujours d'aller faire un fact-checking qui concerne le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est celui qui a les clés, et donc c'est celui qui va définir une ligne politique, et donc c'est celui qui va sûrement avoir le plus d'influence concrète sur la vie des gens. Et donc si le pouvoir, quel qu'il soit, si un jour c'est le Front National, enfin le Rassemblement National, ça sera pareil. Si le pouvoir en place dit quelque chose qui se trouve être faux, je pense que c'est là, en tout cas moi c'est là où ma sensibilité ou ma perversité de journaliste m'amène le plus facilement, c'est vers essayer de vérifier ce que va dire Benjamin Griveaux, enfin même s'il n'est plus exactement au pouvoir, mais pas loin, mais à ce que dit le gouvernement, quel qu'il soit, parce que c'est vraiment là où il y a un effet concret et souvent d'ailleurs le plus de portée à nos vérifications. Comment faire lorsque ces personnalités politiques de quelque bord qu'elles soient démontent en fait votre travail de fact-checking? Parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a un espèce de renvoi de balle où derrière, ces personnalités vont dire « mais non, regardez, moi j'ai tel fait à vous montrer, tel chiffre à avancer ». Parfois, au final, ils ferment juste la discussion. C'est-à-dire qu'il y a aussi la réponse chez certains politiques qui est de dire non, de toute façon, vous mentez, c'est moi qui ai raison. Ils n'argumentent plus, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans la démonstration, ils savent qu'ils ont tort. On a eu ça aussi avec Nicolas Dupont-Aignan sur des chiffres d'immigration, etc., où en fait, ce n'était pas du tout les bons chiffres, c'était sur 10 ans, il avait réduit, il avait recentré sur son propos, mais il avait fait dire des choses à des chiffres qui étaient autres. Mais il y a un moment donné, on avait face à nous, alors c'est pas lui, c'est quelqu'un qui était sur la liste, qui en fait je lui disais, non, c'est moi qui ai raison. On lui présente des trucs et la réponse c'est ça. Il y a un moment, il ne changera pas d'idée. On peut plus. Il y a plus de. On a eu beau démontrer les choses, il y a un moment, il n'y a plus de discussion possible. Les choses s'arrêtent là pour nous journalistes. Il ne faut pas tomber dans ce piège parce qu'en faisant ça, Dupont-Aignan essaie de nous faire rentrer dans l'arène. Il est hors de question que nous rentrions dans l'arène. Donc effectivement, en faisant un fast-checking sérieux, on a fait notre boulot, on a donné les éléments nécessaires à un débat public assaini. Ensuite, si l'auteur des assertions n'est pas d'accord ou contre-attaque, c'est libre à lui. Ce n'est plus à nous de rentrer là-dedans. À d'autres de reprendre le flambeau. Mais voilà, restons à cette mission qui est déjà bien, qui est explicative, de remettre des bons éléments au centre du débat. Et puis voilà. En fait, si on a bien fait notre travail dès le début, a priori, on n'a pas besoin de répondre à la nouvelle réponse de Nicolas Dupont-Aignan ou de je ne sais qui. Il n'y a rien à rajouter puisque dès le début, si on a bien fait notre travail, la première version de l'article se suffit en tant que telle et il n'y a rien besoin de rajouter. Ça, c'est quand tout va bien et qu'on a bien travaillé. Et sinon, il faut peut-être amender et corriger ou en tout cas préciser, qui est un terme qu'on aime bien, mais voilà. Mais Dupont-Aignan, pour reprendre son exemple, c'est très bien ce qu'il fait. Parce que le problème de ces infox, c'est que souvent, elles correspondent aussi à ce que certains ont envie d'entendre. Et là, de toute façon, je pense que pour cette frange de population, on part perdant. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on explique, de toute façon, il campe sur des positions idéologiques.
sur des croyances. Donc, à la limite, je ne veux pas dire qu'on ne leur parle pas, parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais il y a une frange de population dont on sait qu'on n'arrivera pas à la toucher. Et Dupont-Aignan, en ayant ce comportement, le sait très bien, lui aussi. Et il peut dire clairement, je sais que c'est pas vrai, mais je le dis quand même parce que... Moi, je vais être légèrement en désaccord. En fait, là où on va faire en sorte de ne pas rentrer dans le jeu, c'est justement de ne pas dire ça, de ne pas dire on sait que Dupont-Aignan sait ce qu'il fait, c'est juste de dire ce qu'il dit factuellement est faux. Ce n'est pas il s'est trompé, enfin il a menti ou quelque chose du genre, ou Donald Trump fabrique des fake news à longueur de jour, c'est dire ce fait-là, c'est pas vrai, ce truc-là, c'est pas vrai. Et donc on ne rentre pas dans un jeu puisqu'on n'est pas dans une considération personnelle, on dit juste ça factuellement, c'est pas vrai, voilà pourquoi. Et comme ça, on reste prudemment un peu loin de... Non, on dit surtout pas il a menti, parce que par ailleurs, moi, je ne suis pas capable de dire que quelqu'un a menti. Je ne suis pas dans l'esprit de Nicolas Dupont-Aignan. Je ne peux pas dire ça, quoi. Vraiment, j'en suis incapable. Et de la même manière, vraiment, Donald Trump, faut partir du principe que ce qu'il dit peut-être est sincère. Franchement, moi, je suis incapable de dire si c'est sincère ou pas. On a des éléments pour penser que peut-être il y a une stratégie politique, mais ce qui est intéressant, c'est de dire aux gens, ce fait-là, c'est vrai, c'est faux, et comme ça, on reste dans une position qui est pas, c'est une position qui est prudente, mais qui est pas, comment dire, c'est pas de la timidité ou une position d'autruche, c'est une position, je pense, je l'espère, intelligente pour un journaliste. Par rapport à des personnes qui ne sont pas d'autres journalistes, mais des personnalités politiques. Il y avait une question. J'ai vu une question et j'ai une suggestion à faire aussi sous l'autorité de Nicolas Jacobs. Comme on est dans une taille à salle humaine, après les deux questions, on avait demandé donc à Sylvain Bourmeau, ici présent, avec son expérience récente de lancement d'un média, d'idées, de réagir à votre table ronde et de savoir si, donc, à l'issue de ces deux questions, on peut imaginer le dispositif où il vous rejoint pour dialoguer avec vous au même endroit et non pas depuis la salle. Qui a levé la main en premier? J'ai pas vu. Merci. Dans la foulée, vous avez répondu déjà à ma question. En fait, c'était justement, je m'intéressais en fait à votre méthode de fact-checking. En fait, je voulais savoir si vous aviez des moments où vous faites de la démonstration en fait du fact-checking pour que nous, en tant que internautes, on va dire individus, que nous puissions en fait véritablement comprendre que vous ne mettez pas du vôtre en fait à l'intérieur, parce que quand le veuille ou non, il y a toujours l'empreinte en fait de la personne qui va donner une information ou faire une analyse. Et donc ma question était par rapport à ça, et Madame a répondu en disant que à 8h30 il y avait l'émission qui... On réfléchit aussi par rapport à ça, à faire ou pas quelque chose de plus pédago où on filmerait, mais on n'est pas encore, on est encore en train d'y réfléchir justement, à faire ça peut-être hebdomadaire ou 2 fois par mois, où on filmerait un décryptage. C'est-à-dire qu'on aurait la personne qui fait la chronique sur France Info, où on le verrait en situation, en train de faire, comment est-ce qu'il choisit son sujet, où il va chercher, etc. Vraiment pédagogique. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne veut pas non plus donner des leçons. On essaye de trouver un format qui nous permettrait d'expliquer plutôt en vidéo sur YouTube pour toucher effectivement des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube. On réfléchit à ça, vraiment comment donner des méthodes, expliquer, montrer ce qu'on fait, montrer comment on travaille. Voilà. C'est un peu l'esprit de ce qu'on fait sur France 2 aux 20h, une rubrique qui s'appelle L'œil du 20h. Qui a justement pour but de mettre à plat des informations et de montrer comment on y parvient. D'accord. Et je sais que c'est une rubrique qui rencontre énormément de succès. Les gens, visiblement, sont très demandeurs et très intéressés qu'on leur explique un petit peu comment on s'y prend. D'accord. Ce serait vraiment bien parce que
Pendant la crise justement des Gilets jaunes, parce que c'est vraiment le sujet d'actualité en même temps que les Infox, on a vu en direct des informations qui étaient fausses mais qui n'ont pas été démenties dans le temps. Par exemple, le nombre de participants ce jour-là, je ne sais plus c'était sur quelle chaîne, mais c'était en direct et la personne qui en avait interrogé à l'antenne avait tout de suite repris en fait le journaliste en lui disant mais pourquoi vous dites que nous sommes tel nombre de participants, nous sommes bien plus que ça à manifester. Et c'était un peu pour, on va dire, influencer, pour que d'autres personnes ne puissent pas se joindre au lieu de manifestation en fait. Donc ça n'avait pas été démenti en fait et pourtant c'était en direct et je pense que à ce moment-là tous les médias sont câblés les samedis parce qu'on sait déjà que c'est un rendez-vous en fait. Et il y avait ce point et il y avait aussi des images qui avaient été postées sur les réseaux sociaux qui remontaient à des manifestations d'antan mais qui n'ont pas été aussi là voilà, enfin la vérité n'a pas été remise et si elle a eu lieu, vu que ça a touché pas mal de personnes, on a été nombreux à voir cette faille. Il n'y a pas eu de mise en situation tout de suite pour montrer un peu comment... Ces images ont circulé sur les réseaux sociaux uniquement ou ont été diffusées par les médias mainstream ? Alors moi j'ai vu ces informations sur les réseaux sociaux. C'était sur un article en tout cas, c'était sur un article, donc je suppose qu'il y a sûrement la version papier qui était sortie avec ces images-là. Et puis aussi, il avait été rendu disponible sur Internet. Moi, je vais répondre sur la question des manifestants parce qu'on est plusieurs médias, il y a notamment l'AFP. 20 minutes, vous êtes partis aussi. Enfin, il y a tout un groupement de médias qui, depuis déjà, je dirais 1 an et demi, 2 ans au moins, 2 ans, on s'est associés justement pour faire notre propre comptage des manifestations. Parce qu'on avait, je veux dire, indépendamment des Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, c'est juste que c'est compliqué. On n'a jamais pu faire le comptage. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs manifestations en même temps. Les gens se promènent. Il y a des groupes par-ci, par-là, d'une centaine de personnes, 200 personnes. On a tenté de le faire une fois. C'est quasiment impossible. Par contre, on le fait sur les autres manifestations. Tout ce qui concerne, je ne sais pas, par exemple, la SNCF, les profs, tout ce qu'on veut. On a ce comptage qui existe, un comptage indépendant. On a mis un certain temps à éprouver la méthode. On utilise un cabinet qui s'appelle Occurrence, qui compte pour nous, qui compte pour ce groupement de médias. Et on donne tous ce chiffre et on l'explique. Parce qu'il y a les chiffres de la préfecture, les chiffres des syndicats ou des organisateurs. Et donc, on voulait avoir, nous, un chiffre qui nous semble plus représentatif. Donc, on fait cette démarche-là déjà depuis 2 ans pour justement essayer de donner des bons chiffres. Après, il s'avère à l'usage que les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est nous, généralement, on est un peu au-dessus, mais on est plutôt plus près de ce chiffre-là que du chiffre qui peut être donné par les organisateurs. Et vraiment, on a le cabinet, il compte. Alors, on l'a beaucoup fait à Paris. On a dû compter une fois en province, je crois, peut-être à Tours ou sur une manif. Mais voilà, donc... Ça, sur cet aspect manifestant, voilà. Mais sur les Gilets jaunes, c'était vraiment très, très compliqué. On a essayé, mais je dis c'est trop disparate parce qu'il faut un point A, il faut un point B, il faut que les gens partent à un endroit, qu'on puisse compter comme ça quand ils se déplacent. Et à l'arrivée, donc on n'a jamais pu faire ce comptage. Donc c'est vrai que sur les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de chiffres qui ont circulé, à la fois du ministère de l'Intérieur. Eux-mêmes font leurs chiffres jaunes. Compliqué. Mais sinon, voilà, on travaille quand même sur cette histoire de comptage des manifestants. Je veux juste préciser. Les Gilets jaunes. Oui, enfin, je voudrais quand même préciser une chose. Donc, c'est vrai, ce que tu disais, c'était impossible de compter là pour la façon dont c'était organisé. Mais 2 choses. Nous avons une certaine expérience, nous journalistes des manifestations, et nous sommes quand même capables d'évaluer un nombre de manifestants. Je parle d'évaluation, pas plus. Ensuite, comme toujours, mais là, accentué par une espèce d'excitation et d'auto-intoxication, les chiffres les plus délirants ont circulé sur le nombre de manifestants.
Là, c'est notre responsabilité, il n'y a pas de manipulation derrière, c'est notre responsabilité de journaliste aussi, de dire non, les chiffres qui sont donnés, enfin de ne pas reprendre les chiffres donnés par les Gilets jaunes, en l'occurrence, ils étaient complètement faux, complètement exagérés. Il faut aussi que nous ayons le courage de le dire. Nous avons pris nos responsabilités, nous n'avons pas repris, en tout cas nous n'avons pas crédibilisé les chiffres annoncés par les Gilets jaunes. C'est notre responsabilité et nous l'avons fait à bon escient. Il n'y a pas de manipulation derrière. C'est notre responsabilité. Je veux dire. Et quand... voilà, parce qu'il y a eu je ne sais plus à quel acte, mais on parlait d'1 million de manifestants, enfin, des journalistes, quels qu'ils soient, ou des gens comme moi qui ont connu mai 68, ce que c'est qu'1 million. Enfin, voilà. Donc il y a aussi la responsabilité du journaliste. Et on n'a pas à reprendre systématiquement des informations parce qu'elles viennent comme ça